Mesdames et messieurs, il est 13 heures. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Le commandant de la force régionale d'Afrique de l'Est déployée à l'est de la République démocratique du Congo vient de démissionner. Dans une lettre du 27 avril, Jeff Niaga écrit au secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est pour se plaindre de menaces dont il fait l'objet désormais. Selon lui, deux mercenaires ont été déployés pour le surveiller physiquement. Jeff Niaga s'est dit être également l'objet d'une campagne médiatique qui l'accuse et qui les cible et l'accuse d'être complaisant avec le M23. Parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a déposé jeudi au bureau de l'Assemblée nationale son rapport annuel des activités comme l'exige les lois de la République démocratique du Congo. Les 10 rapports couvrent la période allant d'avril 2022 à avril 2023. À l'issue de cet exercice, le président de cette institution d'appui à la démocratie s'explique suivant-les dans cet extrait choisi par Dieudonné Bonadi. Nous sommes ici pour rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale et c'est ce que nous avons fait pour lui soumettre le rapport annuel des activités de la CENI. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. Et c'est une disposition légale. Nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la redevabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les 12 derniers mois. Bon, les points saillants, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant trait à la cartographie des centres d'inscription, mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard. Nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que, si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. Et ça, c'est une bonne progression parce que ça signifie qu'à l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Donc, il y a plein de choses, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais sachez que c'est un rapport que vous aurez. Il est à la disposition de tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un document public. Il y a plus de doutes. Hein. Ceux qui ont des doutes peuvent se rendre compte que cette équipe est vraiment au travail, la CENI tout entière, avec tous nos démembrements. Nous sommes mis au travail. Nous avions promis qu'on allait enrôler tout le monde. Je sais que comme vous êtes là, personne ne peut dire qu'il n'a pas sa carte d'électeur. Tout le monde a été en mesure de se faire enrôler. Évidemment, c'est un exercice volontaire. Ceux qui ont voulu se sont fait enrôler. Maintenant, nous sommes dans la dernière phase de la finalisation de la liste des électeurs. Après, on va passer à la loi sur la répartition des sièges. Mais aussitôt après, nous allons commencer à recevoir les candidatures. Donc, nous sommes dans la dernière ligne droite vers les élections. Donc, nous avons atteint le point de non-retour. Fabrication de batteries et de véhicules électriques en République démocratique du Congo. Le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, a procédé jeudi 27 avril au lancement de l'étude de faisabilité pour la création de zones économiques spéciales dédiées à ces processus de fabrication. Le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, la gouverneure de la province du Haut-Lomami et le partenaire du projet ont pris part à cette activité de grande portée nationale.
Aussitôt arrivé à Lubumbashi ce jeudi 27 avril 2023 et accueilli à sa descente d'avion par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku, a procédé au lancement officiel de l'étude de préfaisabilité des zones économiques spéciales dédiées à la fabrication des précurseurs de batteries et de véhicules électriques, axe de Lubumbashi. Dans son mot des bienvenus, le représentant de Jacques Yaboulakate à cette cérémonie et vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a précisé que ces projets rendra la RDC et ses partenaires, entre autres la Zambie, un pôle important de la lutte pour la réduction des énergies fossiles à travers les automobiles. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est fortement impliqué à travers son Excellence, Monsieur le Ministre national de l'Industrie, qui est sur tous les fronts afin que notre pays matérialise ce grand projet pour son développement économique. Le vœu de la gouverneure du Haut-Lomami présente à l'activité est de voir sa province se transformer grâce aux potentialités qu'elle regorge dans les domaines des ressources minérales. Pour Julien Paluku Kaungia, le patron de l'industrie en RDC, un mois après la signature de l'accord cadre à Kinshasa, il est temps de passer de la parole à l'acte pour ainsi matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à changer les paradigmes de gestion des ressources naturelles. Le président a estimé qu'il est temps que nous puissions installer ici et maintenant des zones économiques spéciales à travers la République, parmi lesquelles celle de Kissinvéré, qui va abriter les unités de transformation de nos ressources naturelles en précurseurs de batteries, en batteries électriques et demain en voitures électriques, parce que le marché mondial est évalué à des milliards de dollars. Julien Paluku a remercié vivement le gouverneur Jacques Yaboula de s'être approprié ces projets en dotant à la zone économique spéciale d'une concession où sera érigée l'usine de production de batteries à Lubumbashi. C'est la firme Airwise qui est responsabilisée pour exécuter ces travaux afin de donner rapport d'ici le mois d'août 2023 prochain. Question de permettre au ministère de l'Industrie et ses partenaires à démarrer les travaux proprement dits. Retournons à Kinshasa pour parler de la Cour constitutionnelle qui a examiné dans son audience publique du jeudi 27 avril, examiné plusieurs requêtes déposées par les avocats qui ont soulevé quelques exceptions d'inconstitutionnalité dans les dossiers impliquant Jean-Marc Aboun et François Beya. Concernant les dossiers Jean-Marc Aboun, ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, la Cour a déclaré recevable et non fondée et demande à la Cour de cassation de poursuivre l'instruction du dossier. Et pour ce qui est du dossier de François Beya, ancien conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité, la Cour constitutionnelle a jugé non fondée l'exception soulevée par ses avocats, un arrêt qui renvoie François Beya devant la haute cour militaire. Cette décision est jugée politique par ses avocats. Et puis, on va aller au-delà de nos frontières. Le combat continue au Soudan du Sud, les États, malgré la trêve sollicitée par les États-Unis et le Soudan. Suivez nos confrères d'Africa News. Dans les rues de la capitale soudanaise, très peu de voitures circulent et de nombreux habitants se pressent dans des bus pour fuir les zones de combat. Car au 13e jour du conflit entre l'armée et des paramilitaires, la violence semble avoir franchi un nouveau cap, comme en témoignent les intenses bombardements à Khartoum ou encore les destructions et pillages dans la région du Darfour. Des affrontements qui continuent malgré le cessez-le-feu de 3 jours qui n'a quasiment pas été respecté. Pourtant, l'armée et les paramilitaires ont annoncé avoir approuvé l'extension de la trêve pour 72 heures, une trêve qui a été initiée par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Nous travaillons en étroite collaboration pour faire face à la crise au Soudan. Nous espérons travailler à un cessez-le-feu plus durable, à une cessation des hostilités et aider à remettre le Soudan sur la piste d'un gouvernement dirigé par des civils, tout en gérant une situation humanitaire de plus en plus difficile. Les Soudanais qui n'ont pas pu quitter le pays doivent composer avec les pénuries de nourriture, d'eau et d'électricité ainsi que les coupures d'internet et des lignes téléphoniques. Devant cette station-service, ses habitants, munis de bidons vides, attendent d'être servis. Nous avons besoin de carburant. Nous sommes ici depuis 3 jours, depuis mardi. Nous ne savons pas si la station-service ouvrira ou non. Comme vous pouvez le voir, ils ouvrent la station et approvisionnent 2 ou 3 voitures, puis la ferment.
Il l'ouvre l'après-midi puis la nuit et aussi à 2 h du matin. Nous devons veiller, nous ne dormons qu'environ 1 heure. Même s'il n'a pas empêché les combats, le cessez-le-feu entamé mardi a permis d'ouvrir un couloir humanitaire pour évacuer des milliers d'étrangers et de Soudanais. Comme l'Ouganda, le Maroc, le Canada ou encore la Chine, plusieurs pays ont organisé des évacuations par voie aérienne ou maritime, comme ici dans la ville de Port-Soudan à l'est du pays. Ce navire saoudien s'apprête à partir en direction de la ville portuaire de Djeddah dans l'ouest du royaume. Nous vivons ici depuis 10 ans. Nous n'avons jamais rien vu de comparable à ces événements tragiques. Les gens ont beaucoup souffert depuis qu'ils sont arrivés ici il y a 4 jours. Nous en appelons à nos frères pour qu'ils nous sauvent de ce désastre. Les combats ont provoqué un exode massif dans ce pays de 45 millions d'habitants. Des dizaines de milliers de personnes sont arrivées dans les pays frontaliers comme le Tchad, l'Éthiopie ou encore l'Égypte. Voilà, c'en est fini pour ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision et vous allez suivre la grande édition du journal à 19 h 30 et qui vous sera présentée par Patrick Ilunga.